Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode que je vous fais de suite après la publication des résultats de Novo Nordisk pour le premier trimestre 2025. Dans cette vidéo, on va d'abord faire un rappel de ce que j'avais dit sur des vidéos précédentes, parce que ce n'est pas la première fois qu'on analyse ce titre. Vous êtes pas mal à le suivre, évidemment aussi, mais parce que c'est une entreprise qui peut rentrer en PEA. Quand on l'avait regardé la première fois en décembre 2024 à 85 ce qui en couronne nous laisserait, convertir, sachant que l'action est cotée sur plusieurs bourses selon où vous l'achetez. Donc j'avais refusé de l'acheter clairement en décembre. Ensuite en février, elle avait bien baissé, je voulais toujours pas l'acheter et aujourd'hui elle a encore baissé. On est arrivé sur un prix qui est peut-être en train de devenir intéressant, notamment au niveau des valorisations et d'ailleurs les valorisations étant revenues assez bas, j'irais même faire un fichier de projection parce que je pense que cette fois ça vaut le coup et on se le fera en direct. On va donc regarder les chiffres de l'entreprise et est-ce que cette fois je vais passer mon chemin ou au contraire est-ce que d'un point de vue en tout cas au moins des chiffres, ça pourrait m'intéresser. Après le qualitatif, c'est une autre histoire, on va en parler aussi. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en cas de conseil en investissement, je partage ce que je fais, ma vision des choses, mais vous prenez vos propres décisions. Petit rappel rapide, Novo Nordisk, deuxième entreprise d'Europe par capitalisation boursière en ce moment, derrière SAP et devant Hermès, LVMH et ASML. C'est une entreprise pharmaceutique danoise qui a été fondée en 1923. Ils sont spécialisés dans les traitements de maladies chroniques graves, notamment l'obésité et le diabète. Bon, voilà, ils ont plus de 69 000 employés, 80 bureaux à travers le monde. C'est une grosse entreprise qui commercialise ses produits à travers le monde. Les produits phares qui ont fait beaucoup parler de cette entreprise en ce moment, eh bien, c'est notamment Wegovy et Ozempic. Et ici, je vous ai mis une imprimée écran du site internet de IMS qui est maintenant entré en partenariat avec Novo Nordisk pour la distribution notamment de Wegovy à un prix plus accessible. Et je vous parle d'ailleurs de IMS parce qu'on va en reparler tout au long de cette vidéo et dans ma conclusion. Parce que Novo, ils ont un produit à vendre, mais ils ont aussi besoin de le distribuer. Et quand il y a une demande massive, ça met une pression sur les prix et donc le chiffre d'affaires. Et c'est un petit peu l'histoire qui s'est passée sur ce titre. Pourquoi la baisse qu'on a eue depuis quelques temps? Déjà, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de leur chiffre d'affaires. Ici, vous avez la répartition des revenus selon leurs différents traitements. Donc, vous voyez que les GLP-1, ils sont à 149. À savoir qu'ici, on est en milliards de couronnes danoises, donc on va lire que les trois premiers chiffres. Vous rajoutez à ça 58 de Wegovy. Ils ont ensuite tout ce qui est au niveau de l'insuline à 55. Bref, si on le fait à la calculette, on se retrouve à plus de 70% du chiffre d'affaires qui est sur ces médicaments pour la perte de poids, les GLP-1. À savoir que vu que c'est un médicament qui est très adopté et avec une très forte demande, on est donc sur un secteur concurrentiel. Vous avez évidemment Eli Lilly en face qui propose aussi des produits qui sont d'ailleurs aussi disponibles sur tous ces sites de vente et qui ont fait des partenariats avec d'autres entreprises. Mais au-delà d'Eli Lilly, au niveau de la concurrence, vous avez aussi le fait que si on a des pénuries, le droit de produire devient entre guillemets un générique. C'est-à-dire que tant que la pénurie n'est pas résolue, eh bien le médicament peut être fabriqué et vendu par d'autres entreprises. Et même s'il retombe hors du domaine public, c'est-à-dire s'il n'y a plus de pénurie, ce qui est redevenu le cas, et ça a fait beaucoup de bruit d'ailleurs en bourse, eh bien vous avez toujours d'autres produits, certes un petit peu moins efficaces, mais qui sont eux déjà tombés dans le domaine public. Vous avez aussi le fait qu'on puisse faire des micro-dosages, notamment s'il y a une déficience en vitamine B12, et dans ce cas-là, le brevet ne tient pas non plus, c'est sur prescription cependant, mais si une personne a cette prescription, eh bien elle peut passer sur un produit beaucoup moins cher qui sera fabriqué en générique. Et enfin, au-delà de tous ces points que je suis en train de vous citer, et je connais aussi évidemment autant ces points tout simplement parce que j'ai IMS en portefeuille et c'est une bonne position pour moi. Et vu qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ce domaine, eh bien je connais le domaine du GLP-1, non pas spécialement pour Novo Nordisk, mais parce que j'ai une entreprise qui embrasse massivement et qui en vend tellement d'ailleurs qu'ils viennent de faire un partenariat, c'est ce que je vous dis ici. Novo, qui a besoin de vendre ses produits à un moment, eh bien il s'associe avec IMS et avec d'autres distributeurs, car ces entreprises qui sont innovantes pour moi dans le secteur de la santé, c'est elles qui ont la compétence pour aller chercher les patients qui sont face à un mur du système médical qui, pour moi, peut se faire disrupter sur pas mal d'aspects. Et je vous parle même pas non plus des assurances et la galère que c'est, notamment aux États-Unis. On a donc un produit qui est en train de se faire adopter, toutes les bases de GLP-1, et on va forcément avoir de la concurrence parce que quand il y a un produit et de la demande, les entreprises viennent répondre à cette demande. C'est bien normal. Lors des vidéos précédentes, j'avais partagé mon avis sur le fait que la valorisation était beaucoup trop élevée pour moi par rapport à mes recherches. Encore une fois, c'est mes chiffres, hein. Mais entre-temps, l'entreprise, elle a largement corrigé en bourse plusieurs fois. Et comme on a les nouveaux résultats qui viennent juste d'être publiés, on va remettre tout ça à jour. Parce que, comme je vous le disais, juste en regardant les valos historiques, on est revenu sur des niveaux pas loin des médianes. Et du coup, je vais faire un fichier de projection pour savoir combien je serais capable de payer cette entreprise. Mais avant ça, je vais vous amener un petit peu dans les résultats qu'on va regarder ensemble. Donc, vu qu'ils ont été publiés ce matin, les sites internet classiques ne
sont pas à jour, on est obligé de rentrer dans les documents financiers, ce qui est pas un problème. Pour moi d'ailleurs, il faut savoir le faire parce que les sites c'est bien, mais il faut toujours vérifier les valeurs directement avec les documents officiels. Ils ont revu à la baisse la croissance du chiffre d'affaires pour 2025. Il serait entre 13 et 21 de croissance, ce qui, je tiens à dire, est une plage absolument énorme. Donc j'ai l'impression que même Novo a du mal à comprendre où vont aller leurs ventes. Ce qui est pas du tout rassurant pour moi quand on investit d'avoir une plage de prédiction, de croissance de +13 à +21 sur le chiffre d'affaires, donc tout en haut du compte de résultats. Et ils nous expliquent qu'ils ont revu leur prévision de chiffre d'affaires à la baisse, notamment à cause du fait que tous les GLP-1, donc tous ces médicaments, peuvent être faits par d'autres entreprises dans plein de conditions que je vous ai citées auparavant. Si on a des pénuries, si on a besoin de faire un microdosage pour des cas médicaux, etc. Et Novo Nordisk s'est bien évidemment attaqué en justice face à tous ces aspects, mais il y a un moment, quand la demande est là et qu'ils n'arrivent pas à y répondre avec les moyens traditionnels de vendre le produit, en essayant de contacter l'assurance, en passant 6 mois à faire le yo-yo, l'assurance, on ne sait pas combien elle va rembourser, la personne n'obtient pas son médicament, elle met 3 mois à avoir un rendez-vous. Bref, le système de santé qui pour moi doit être justement en partie attaqué par des entreprises qui innovent, et bien Novo Nordisk va s'adresser à ces gens parce qu'ils ont besoin de faire des ventes, c'est pour ça qu'ils ont contacté IMSS, Ro, LifeMD. Bref, le chiffre d'affaires, il est en croissance. Là, ils nous ont mis que le trimestre 2025 par rapport au trimestre 2024, bon, ok, ils nous mettent que sur 3 mois glissants parce que c'est le premier trimestre, ça peut se défendre, mais moi j'ai envie de voir l'évolution du chiffre d'affaires par trimestre depuis 4-5 trimestres. On ira le voir après. Autre point aussi que je tiens à mentionner, les bénéfices augmentent moins vite en pourcentage que le chiffre d'affaires, donc les marges doivent être en train de se compresser. En même temps, c'est normal, il y a de la concurrence. Et on le retrouve ici direct, oui, les marges sont en train de se compresser. Et au niveau des flux de trésor, ils sont en positif, ils ne brûlent pas de cash ce trimestre-là et le même trimestre il y a un an. Par contre, on ira voir ce qui s'est passé entre-temps. Ça me tient aussi à cœur de voir ce qui se passe tous les trimestres pour avoir une courbe, une évolution. Et au niveau des CAPEX, ils les ont quand même accélérés, donc ils investissent. On ira voir d'ailleurs plus tard la dette, etc. Je voulais descendre avec vous aussi, voir au niveau du chiffre d'affaires. Je vais mettre la vidéo en pause, je vais aller le chercher. Le voilà. Donc si je zoome... Ah, je m'arrête là, je réagis. C'est intéressant. Je voulais surligner rapidement, mais maintenant que je regarde en détail, 65, 68, 71, 85, 78. Oula, le chiffre d'affaires d'un trimestre à l'autre vient de ralentir. Alors, on en reparlera en conclusion, mais pour moi, c'est très difficile de voir où va aller le chiffre d'affaires sur cette entreprise sur le court terme et même sur le long terme, parce qu'il faut quand même vraiment une connaissance du marché. Mais c'est à noter, le chiffre d'affaires ralenti. Je comprends que l'entreprise est clairement corrigée en bourse là, entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Vous avez cependant connu une croissance phénoménale, il faut le noter, la plus 19% sur un an si on compare les deux trimestres. Par contre, sur le plus long terme, je vais vous le mettre ici sur le graphique, vous allez constater qu'effectivement, l'accélération, elle a eu lieu depuis globalement 2 ans. Allez, peut-être 3, mais encore de 141 à 177, le saut, il n'est pas aussi élevé que de 177 à 290 en 2 ans, donc l'accélération, elle est clairement là. Si je vous mets en croissance annuelle composée entre 2015 et fin 2024, on est sur du 11,61% par an. Par contre, si je vous enlève les 2 dernières années, on est à moins de 8% par an. Et ça, pour moi, il faudra le prendre en compte aussi dans son analyse, c'est-à-dire que l'entreprise a connu une accélération très récente. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans les autres vidéos, la valorisation s'est emballée à cause de ça. Et est-ce qu'on est en train de revenir à un retour sur la réalité d'un point de vue de la croissance et que le marché s'est emballé? Peut-être. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas, puisque l'action a corrigé, et je vous le disais, les valos, on est en train de revenir sur les médianes. Les marges nettes, par contre, elles tiennent bien dans le temps. Marges sur flux de trésor, elles tiennent aussi, mais elles sont un peu plus instables parce qu'ils ont des capex qui varient selon quand ils achètent des usines, ouvrent, etc. D'ailleurs, on verra plus tard qu'ils ont levé de la dette pour des nouvelles installations. Et les marges brutes, par contre, tiennent très bien dans le temps. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont des marges brutes élevées. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de tout ce qui est cash, etc. Alors, je vois ce graphique et là, on voit une bougie qui est en train d'accélérer fortement, celle en bleu ciel. C'est les usines et l'équipement. Et en fait, oui, on avait regardé lors d'une vidéo précédente, ils sont en train d'investir dans un nouvel outil de fabrication. Donc, comment ils ont payé ça? Eh ben, ils l'ont payé notamment avec de la dette long terme. Ils ont beaucoup levé leur dette long terme, comme on le voit ici. Et honnêtement, vu qu'ils nous payent un dividende, qu'ils nous augmentent le dividende, et qu'en plus ils nous rachètent des actions et que le free cash flow, en gros, couvre juste le dividende plus le rachat d'actions, ils sont obligés pour financer ce nouvel outil de production, eh bien, ils sont obligés de le faire avec de la dette long terme. Ce qui ne me gêne pas forcément si ça vient à payer. Par contre, là, actuellement, cette dette long terme, avec le dividende et le rachat d'actions, ils sont incapables de la rembourser parce que
toute la trésorerie passe dans justement ce dividende et ce rachat d'actions. Donc il va falloir vraiment qu'ils génèrent beaucoup plus de cash grâce à cet investissement, puisqu'ils vont produire plus, pour venir un jour quand même pouvoir couvrir cette dette. Et ça, ce sera clairement pour moi à surveiller sur le long terme, parce que c'est une entreprise qui paye un dividende et qui l'augmente très fortement. Est-ce qu'ils arriveront à le faire dans le temps? Si vous venez à investir sur l'entreprise, en tout cas, moi personnellement, si je venais à investir sur l'entreprise, je me poserais sérieusement la question. Un autre point aussi que je voulais vous montrer, le goodwill et les assets intangibles augmentent énormément, on peut le comprendre, disons des droits de propriété, les brevets, et cetera. Cependant, là, ça fait quand même une sacrée accélération et est-ce qu'on a autant de valeur dans, cette marque et ces produits qui un jour tomberont dans le domaine public? Peut-être, je ne sais pas, chacun se posera la question dans son analyse. Évidemment, je vous dis: «Je ne sais pas» et je veux vous pousser à vous poser votre propre question. Cependant, si je vous donne mon avis personnel, ça fait quand même beaucoup en augmentation, d'assets intangibles. On passe aux valos. Je les ai faits à la main. On verra aussi un graphique après, mais j'ai dû les faire à la main parce que vu que le trimestre a été publié ce matin, il n'y a aucun chiffre qui est mis à jour sur les sites internet. Au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, avec les derniers chiffres, si je les fais à la calculette, on est à 6,7 de prix par rapport au chiffre d'affaires, donc de cours sur chiffre d'affaires. Au niveau du PER, on est à 19,5 et au niveau du prix par rapport au flux de trésor, on est à 27. Cependant, le prix par rapport au flux de trésor, je l'utiliserai moins sur cette entreprise puisqu'on a vu qu'ils ont quand même pas mal de capex et ils sont instables puisqu'il y a des moments où on va avoir des gros investissements à faire en outils de fabrication, donc je préférerais quand même traquer avec un prix par rapport aux bénéfices dans ce cas. Et vous voyez l'entreprise là qui a un peu moins d'un an a corrigé de plus de 46% en bourse. Et si je vous dis ça, en fait, c'est tout simplement parce que les valorisations se sont vraiment écrasées. Je me rappelle quand on regardait il y a 6 mois, elles étaient beaucoup plus élevées et c'est pour ça qu'on va aller faire une projection ensemble parce qu'on est quand même en train de revenir si vous regardez sur les médianes historiques. C'est ce que je vous mets ici. Regardez le PER, le price to sales, donc le prix par rapport au chiffre d'affaires et le prix par rapport au flux de trésor au niveau de mon pointeur rouge ici, fin 2022, début 2023, on était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Et si je vous mets les médianes sur 10 ans, la médiane du cours sur chiffre d'affaires, elle est à 6,26 contre 6,73, donc on est pratiquement en ligne. Le prix par rapport au flux de trésor, je vous disais, je pense pas qu'il fallait le considérer vu l'évolution des capex, on est à 20 contre 27. Par contre, si je vous mets le prix par rapport aux bénéfices, avec des marges nettes très stables, on l'a vu avant, 19,17 contre 19,52. L'entreprise, après une baisse de 46% en bourse, est venue se remettre en ligne avec ses valorisations historiques, alors que regardez, elle nous avait fait des points hauts, l'entreprise était vraiment plus valorisée, et c'est pour ça qu'à l'époque, je ne voulais pas y toucher en décembre et en février, et là, l'entreprise a quand même bien baissé, regardez, au niveau de mon pointeur rouge, depuis février-mars quand même, hein, on est passé de plus de 600 à on a touché les 400, donc on a fait quand même une belle dégringolade. Et à l'époque, autant je ne m'intéressais pas, autant là, je commence vraiment à comprendre que le dossier intéresse. Parce qu'on est sur des médianes historiques et pour moi, ça vaut le coup d'aller faire une projection, ce qu'on va faire ensemble. Donc, si je fais ça, tout simplement pourquoi? Parce que regardez ce qui s'est passé historiquement et la valo par rapport à l'historique, tout ce qu'on voit, c'est le prix qui est en train de donner le marché en ce moment. Mais ça ne projette pas du tout ce qui va se passer dans le futur en termes de croissance de marge et on réactualise encore moins dans le présent pour savoir combien payer l'entreprise aujourd'hui. Puisque aussi beau que puisse être un business model, il ne faut pas non plus le payer un prix exorbitant à mon avis. Donc si on s'amuse à le faire ensemble, on va commencer par les croissances du chiffre d'affaires. Donc ils nous l'ont donné pour cette année, donc on ne va pas l'inventer, ils nous l'ont donné. Enfin, ils nous ont donné une plage assez élevée, on va dire quand même. Ils ne nous ont pas donné exactement le chiffre d'affaires parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes. Plus 13 et plus 21%. Ouais, on va se mettre, allez, plus 15, plus 17, on va être raisonnable, plus 15, on aime bien faire des bonnes affaires. Par contre, ensuite, clairement, je vais le faire ralentir. Parce que je vous ai montré sur 10 ans en annuel composé, si je vous enlève les 2 dernières années, je suis désolé, mais ils font du 8%, 7,3%. Donc, je veux peut-être nous mettre à 12, 10, 10, et ensuite, on va revenir à 8, 8. En tout cas, ça, c'est ma vision des choses. Peut-être que vous, vous pensez qu'ils vont trouver des nouveaux médicaments, continuer à innover, etc. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu en conclusion, mais là, on est déjà à ma limite, pardon, d'un point de vue de l'analyse, qui est que je ne connais pas le business, je ne connais pas le secteur, d'un point de vue en tout cas du développement et de la vente de médicaments. Je préfère largement m'exposer à la santé sur tout ce qui est la distribution, s'attaquer aux problèmes des assurances, etc., qui sont des choses plus tangibles pour moi que le développement de médicaments. Il n'empêche qu'on peut faire des projections en mettant des chiffres raisonnables et en s'inspirant de ce qui s'est passé historiquement. Au niveau des marges, on va rester à 30%. Bon, il y a un peu de concurrence, peut-être que les marges rebaisseront légèrement, mais on pourrait mettre 31, 32, pourquoi pas. Combien ça se payerait dans le futur? Bah, je ne vais pas réinventer la roue, hein, je vais prendre nos médianes historiques. Je les ai vus tout à l'heure, je vous les ai montrés directement ici, hein. Ma médiane historique sur le PER, vu qu'on ne va pas projeter sur les flux de trésor à cause des capex, comme je vous le disais, allez, 19, 20. On va dire que ça pourrait se payer 20 fois par le marché. En tout cas, c'est ce qu'il a fait sur les plus de 10 dernières années. Si je nous mets à 20, ici je vais nous mettre à 20 aussi, 17,5, 22,5 pour avoir un tableau comparatif selon les différents prix que je vous ai rentrés ici. Je vous ai mis 1,5% de rachat d'actions en annuel parce que j'ai vu qu'historiquement ils rachètent un petit peu, hein, donc c'est à prendre en compte quand même.
et 10 de marge de sécurité parce que j'aime bien faire des bonnes affaires, donc autant gratter 10 sur ma valo. On pourrait mettre 0 si on voulait, on le fera après. Et ensuite, combien je veux faire par an en discount rate? Vu les risques, vu que je ne comprends pas spécialement le marché et que je voudrais vraiment du retour sur investissement parce que là, on est dans le médicament. Qu'est-ce qui se passe si Eli Lilly fait un meilleur médicament, si les brevets retombent dans le domaine public à cause de la pénurie? Donc, je prends plus de risques que sur une entreprise que je comprends mieux. Ça, c'est personnel, c'est mon avis. Donc, je vais demander, on va dire, 12%, ce qui nous ferait un prix aujourd'hui à 391 en monnaie locale. Et ben, je vous le fais en direct, hein. Je suis pas choqué parce que l'entreprise est à 469 et on disait tout à l'heure sur le graphique qu'elle est venue les toucher les 400. Vous voyez, c'est marrant parce qu'à l'époque, avec les valos, juste en regardant l'historique, je me disais, bon, on va pas perdre du temps à aller faire un fichier, on est beaucoup trop haut, à mon avis, par rapport à ce que je comprends. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses. J'ai peut-être tort, mais en tout cas, au niveau de mon pointeur rouge ici, je comprenais pas. Là, je comprends mieux. Si je nous enlève la marge de sécurité, eh ben, on se retrouve à 434. Et si je nous demande 10% par an, ben, on y est. Donc, ben, je comprends que le dossier intéresse. Évidemment, là, première chose que je tiens à dire, quand on fait des projections, personne n'est capable de savoir où on sera dans 5 ans. Tout ce qu'on fait, c'est en train de prendre des hypothèses sur des croissances, des marges, un prix que le marché voudra bien nous payer, mais ça, on ne peut pas le maîtriser. Peut-être que dans 5 ans, c'est dans l'euphorie, ou peut-être qu'on est en train de se prendre une énorme récession. Tout ça, ça peut bouger. Mais tout ce que je fais ici, c'est de dérisquer le fait que je ne suis pas en train de payer 3 fois trop cher pour l'entreprise ou 50% trop cher. Ou alors, à l'inverse, est-ce que je suis à une valorisation tellement basse que je me dis, même dans le pire des cas, ça reste une bonne affaire. Tout ce que je fais ici, c'est de prendre des hypothèses. D'ailleurs, pour ça que vous voyez, je fais varier mes chiffres, hein. J'hésite pas à faire varier mes marges, etc. pour voir si je me situe dans une tranche de prix qui me paraît cohérente par rapport à mes hypothèses. Et si vous, vous pensez qu'il y aura plus de croissance sur le chiffre d'affaires, plus de marge, moins de marge, eh bien, chacun fera ses propres projections. Mais en tout cas, pour arriver à ma conclusion, parce que cette vidéo va encore être trop longue, je vous dirais que on est sur une entreprise que le marché valorise à nouveau, j'ai envie de dire presque logiquement, sur des médianes historiques. On a eu un emballement au niveau du potentiel de croissance du chiffre d'affaires, même eux, ils les ont revus à la baisse. Donc si même la direction voit moins de chiffre d'affaires que ce qu'elle a prévu, en tout cas moins de croissance, pardon, de chiffre d'affaires, bah, c'est qu'il y a un moment, il y a eu un emballement, si même la direction a vu plus que ce qu'elle va faire finalement et elle se rétracte. On est sur une entreprise qui est tout de même sur une belle tendance, hein. On va pas se mentir, si on regarde les 2 dernières années, si je les rajoute, je fais plus de 11 par an de croissance en composé sur le chiffre d'affaires. Si j'enlève les 2 dernières années, on est à -8. Donc l'entreprise connaît une accélération, bravo à eux, bravo pour l'innovation. Ils sont en train de trouver des médicaments que le marché demande. Donc bien joué à eux. Les marges tiennent, l'entreprise a l'air d'être bien gérée. Ils distribuent beaucoup en dividendes, ils font du rachat d'actions, ils ont levé de la dette pour des nouveaux outils de production. Là, je me poserais quand même une question, est-ce que cet investissement qui est très élevé, on a vu la dette long terme, est-ce qu'ils vont le rentabiliser? Est-ce que les flux de trésor permettront de continuer à augmenter le dividende, à racheter les actions et à rembourser cette dette? Ça, votre analyse vous le dira, c'est votre analyse qualitative. Posez-vous les questions. J'ai pas de réponse puisque on n'est pas sur un secteur que je maîtrise. Par contre, je tiens à le dire, oui, il y a un fort potentiel et des personnes vont en profiter. Parce que je pense que les GLP-1, ces médicaments, il y a de la demande, on ne peut pas le nier, la demande est là. Et certains d'ailleurs vont tomber dans le domaine public un jour et continueront certainement d'être produits. Il y a de la concurrence, il y a de la régulation sur le secteur du médical, mais il y a de la demande, donc ils vont certainement en profiter. Et c'est là que j'arrive à mes limites. Je manque de compétences personnellement sur le secteur du médical. D'ailleurs, vous avez remarqué, tout ce sur quoi je m'expose dans le médical, c'est pas les entreprises qui font du médicament parce que bah, c'est pas du tout ma formation et je comprends pas. Et le fait qu'on ait des brevets qui tombent dans le domaine public et qu'on ait que très peu de temps pour gagner de l'argent, c'est des choses avec lesquelles je suis pas du tout à l'aise. Je suis beaucoup plus à l'aise avec une entreprise qui va essayer de disrupter des marchés, de mettre un produit qui intéresse des gens devant des personnes qui en ont besoin, des personnes qui donnent accès à des médecins quand c'est galère de voir un médecin. Ça, c'est des choses que je comprends plus parce que bah, je le vis aussi au quotidien quand je voyage dans le monde entier. Je vois selon les pays la difficulté à accéder aux soins, aux médecins, etc. Et je vois des choses à faire. Dans le monde du médicament, je vois pas grand-chose à faire. J'y connais pas grand-chose. J'ai une formation scientifique, mais pas du tout dans le médical. Et c'est très personnel. Cependant, je tiens à le dire, bravo à l'entreprise et je vois le potentiel qu'elle a sur les traitements et je ne doute pas que quelqu'un en profitera. Je ne sais pas qui en profitera. Je comprends donc l'intérêt porté et je ne le comprenais pas à l'époque. En fait, je ne comprenais pas les valos, hein. Ici, je vous ai vu l'évolution là depuis 6 mois avec la valo qui a compressé, compressé, compressé. Et ça y est, on fait des projections et je commence à comprendre le prix. Et selon où ira les marges et la croissance, ici, j'ai rentré des hypothèses, mais elles peuvent être aussi bien optimistes que pessimistes. Et là, c'est pour ça que je dis toujours, faites vos propres analyses parce que c'est pas parce que je le fais ici que c'est ce que vous pensez et vous avez bien raison de prendre vos propres décisions. Je le soutiens toujours et je sais que dans la communauté, vous êtes tous en train de faire vos analyses, j'en ai aucun doute. Et vu que je comprends pas, ben, je dormirai pas sur mes 2 oreilles avec cette entreprise en portefeuille.
parce que je suis incapable de vous dire où va aller le chiffre d'affaires, les marges, etc. Donc, je veux vraiment pas que cette vidéo passe comme si j'étais en train de critiquer l'entreprise. Bien au contraire, là, je commence à comprendre les valorisations, je comprends le business model. Hélas, je comprends pas le secteur, la concurrence, donc je dois protéger mon portefeuille et mettre des choses en portefeuille que je comprends mieux. Mais après cette nouvelle baisse, là, je commence vraiment à comprendre que des personnes puissent s'y intéresser, alors qu'avant, j'avais beaucoup plus de mal avec les valorisations. On a fini cette vidéo, j'ai pris pas mal de temps à la préparer, je vous le cache pas, entre tous les documents financiers, me poser les bonnes questions aussi, faire un fichier de projection, etc. Mais ça me tenait à cœur parce que c'était la troisième fois qu'on en parlait, et les 2 fois d'avant, c'était un non rédhibitoire. Et maintenant qu'elle a continué à baisser, ce qui m'étonne pas, bah, c'est plus tant que ça un non rédhibitoire, en tout cas sur le quantitatif, même si encore une fois, hélas, ici rentrer notamment, je tiens à le dire, les croissances, le chiffre d'affaires. Autant, les marges et combien le marché le payera, ça, je suis assez confiant. Autant la croissance du chiffre d'affaires, je suis pas capable de prédire, ou en tout cas, je dormirai pas sur mes 2 oreilles si je venais à le prédire. Mais si vous, vous êtes beaucoup plus à l'aise sur ces projections, bah, je comprends que vous vous intéressez au dossier. Bref, je me suis assez répété, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.